Vous écoutez Une enquête dans la peau, un cold case à la française. Deuxième partie. Ma marque de fabrique, c'est la foi en Dieu. Raphaël Nedilko, officier de police judiciaire. Je me faisais souvent chambrer par mes collègues au 36 là-dessus, parce que avant d'aller au boulot le matin, j'allais à Notre-Dame de façon quasi quotidienne pour assister à la messe. J'en avais besoin, c'était mon petit parcours donc du matin, et on avait des bonnes conversations avec mes collègues au 36 là-dessus, et je me faisais beaucoup chambrer. Pour moi, la vie de prière, c'est quelque chose de quotidien. Chaque jour, j'avais mes intentions de prière, et bien évidemment, j'y associais Christelle Maïri. Depuis que je suis policier, j'ai toujours été très touché par la question de la mort humaine. J'ai toujours cru que les personnes qui mouraient nous apprenaient à vivre, que chaque être humain était une histoire sacrée. Donc je n'ai jamais pu croire, ne fût-ce qu'un seul instant, que l'histoire de Christelle Maïri, aussi courte fût-elle, était une histoire inutile. Elle n'est plus dans cette cave humide et obscure. Elle est dans un endroit merveilleux, bordé de collines et de forêts, et elle est enterrée avec son grand-père et sa grand-mère. Quelque chose de très apaisant se dégage de cet endroit. Et en fin de compte, je m'appuie sur cet apaisement pour m'apaiser moi-même, puisque je suis énormément en proie au doute, et j'aimerais faire n'importe quoi pour arriver à délivrer la vérité aux parents de Christelle. Alors que l'affaire semble au point mort, un tournant inattendu relance l'enquête. Et il arrive un moment où enfin les planètes sont en phase. Alors que je prends tout naturellement mon service un matin, je reçois un coup de fil du commissariat du Creusot m'informant d'une lettre anonyme évoquant la petite Christelle, son meurtre, avec tout un tas de détails complètement décousus, sans aucun lien. Je regarde bien cette lettre et je me dis, tiens, je connais cette écriture. L'écriture est très particulière et qui me fait penser à des écrits que j'ai déjà vus peu de temps auparavant. Je me replonge dans les archives et effectivement, cette écriture est en tout point similaire à celle d'un individu qui s'appelle Jean-Pierre Murat. Et je découvre qu'au cours d'une soirée chez l'ancien petit ami de Christelle, Jean-Pierre Murat s'accuse du meurtre. Jean-Pierre Murat avait été brièvement placé en garde à vue en 2007. Lors de son interrogatoire, il nie catégoriquement avoir fait de tels aveux. Il est très difficile à interroger par les enquêteurs. Ils ont eux-mêmes procédé à des perquisitions de son domicile, mais n'ont rien trouvé de particulier. Ils préfèrent mettre fin à la garde à vue et l'écarter provisoirement de la liste des suspects. Donc je me retrouve, autant d'années après les faits, dans un laps de temps très court, avec une lettre anonyme qui font référence à Christelle Maïri, à son meurtre, et dont l'origine est Jean-Pierre Murat. Et là, ma curiosité est vraiment piquée au vif. Ça fait tellement de temps que j'attends mon gibier que je commence pas par m'agiter dans tous les sens pour pas effaroucher le perdreau. Le seul chaînon familial qui me permet d'atteindre Jean-Pierre Murat, sans qu'il s'en aperçoive, c'est son frère Joseph. Je prends contact avec lui et on se rencontre. Et là, il m'explique que son frère s'est rendu peu de temps auparavant dans une station-service, qu'il est allé menacer une caissière avec un couteau parce qu'il entendait dans sa tête des voix qui lui intimaient l'ordre d'agir de la sorte.
Et là, très vite, je fais le rapprochement. Je sais qu'il a des graves problèmes psychologiques, qu'il est passionné par les couteaux, qu'il évoque régulièrement le meurtre de Christelle Maïri depuis plus de 25 ans. Au cours de ma conversation avec le frère de Jean-Pierre Murat, je finis par lui demander où se trouve ce dernier. Immédiatement, il me répond que son frère fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office dans un hôpital psychiatrique de la région. J'arrive à une phase dans mon enquête qui est de loin la plus frustrante depuis le début. Jean-Pierre Murat souffre depuis plusieurs années de schizophrénie. Il est en pleine décompensation psychotique, il n'est pas stabilisé. Je n'ai pas médicalement la possibilité de pouvoir le rencontrer pour l'interroger. Il faut que je prenne mon mal en patience. En saisissant son dossier médical, il apparaît que Jean-Pierre Murat a de nouveau évoqué le meurtre de Christelle Maïri. En disant, au cours d'une séance, qu'il connaissait le meurtrier de Christelle Maïri, qu'il avait la même voix que lui, qu'il se demandait si ce n'était pas lui, s'il n'avait pas tué d'autres jeunes femmes. Et il dit tout ça en regardant sa propre image dans le miroir. J'ai enfin un nom à mettre derrière un meurtrier potentiel. Et là, la balle est dans mon camp. C'est à moi de gratter. C'est à moi d'enquêter sur lui pour tout savoir de lui. Au fur et à mesure que je rencontre les gens qui fréquentaient Jean-Pierre Murat au moment des faits, j'apprends qu'il avait une description à la fois physique et vestimentaire qui correspondait en tout point à la description fournie par le facteur le jour des faits, lorsqu'il manquait d'être bousculé par un individu provenant de la scène de crime. Première audition du suspect. Entre le moment où je découvre ce faisceau d'éléments et le jour où j'arrive enfin à l'interroger pour la première fois, il s'écoule 14 mois. Pour cette audition libre, à cet acte, je demande mon autorisation. Donc je donne mon accord à cet acte qui est un acte extrêmement important. Emmanuel Villon, juge d'instruction. L'une des forces de Raphaël Nedilko était sa conviction qu'il pouvait peut-être tirer quelque chose de cette affaire. L'espoir d'identifier l'auteur d'un meurtre terrible et l'espoir aussi de satisfaire à la demande des parties civiles. C'est un moment que j'attends depuis très longtemps. On nous explique que Jean-Pierre Murat, bien que stabilisé, demeure quelqu'un de dangereux, qu'il peut passer à l'acte violent à n'importe quel moment. Et enfin, Jean-Pierre Murat m'est présenté. Connaissez-vous la raison pour laquelle nous vous interrogeons aujourd'hui ? Oui, pour le meurtre de la fille. Moi, je suis pas inquiet, j'ai rien à me reprocher. Êtes-vous l'auteur des lettres anonymes adressées en 2010 au commissariat du Creusot ? Oui, de toute façon, j'en ai même écrit une vingtaine. Je savais pertinemment que j'allais avoir affaire à quelqu'un convaincu que sa ligne de défense nous mettait dans le vent, qu'on n'avait absolument aucune preuve contre lui. Pouvez-vous nous dire alors pourquoi, 24 ans après les faits, vous ressassez le meurtre de cette jeune fille que vous affirmez ne pas connaître ? À cause de l'alcool, du shit, ça m'a provoqué des délires. Il me donne des réponses à mes questions que j'attendais, qui ne me surprennent pas. Et alors que l'audition se termine tout à fait normalement, j'en suis au stade de replier mon ordinateur, d'un seul coup il prend la parole et se met à me parler de deux choses, mais qui me choquent littéralement. Le jour du meurtre, je tournais en rond, j'étais passé voir mon pote Tonino à la Charmille, mais il n'était pas chez lui.
Il me dit qu'il était présent à la Charmille le jour du meurtre. Pour moi, ça fait l'effet d'une bombe. Et d'un seul coup, alors qu'il m'avait expliqué qu'il ne connaissait rien des détails de l'affaire, y compris l'arme utilisée pour tuer Christelle Maïri, il me parle de ses couteaux à cran d'arrêt, sans que j'aie besoin de lui poser la moindre question. Il explique qu'il en possède 2 au moment du meurtre. Lorsque je suis sorti de cet entretien préliminaire avec Jean-Pierre Murat, je ne savais plus où j'étais. Je savais plus que jamais que j'avais le bon candidat. Un des traits évidents de la personnalité de Jean-Pierre Murat, c'est qu'il est depuis toujours passionné par les armes blanches. Il en possède une énorme quantité. Mais il faut que maintenant j'aille le vérifier par moi-même. Je procède à une perquisition au domicile de ses parents, où il habitait justement à l'époque des faits. Il y a toute une série de garages à disposition des membres de la famille. On se rend compte que toute la famille est passionnée par les armes blanches. Et au fond du local utilisé par Jean-Pierre Murat, on découvre une lame de couteau à jambon sans manche, dont la lame est extrêmement mal affûtée, de façon très très grossière. Elle me fait vraiment immédiatement penser au couteau découvert en 87 à côté de la scène de crime. Comment arriver à faire le parallèle entre ce couteau et cette lame? J'ai plus le couteau, j'ai que la photo. Il n'y a aucun élément matériel dans ce dossier. Et avec Raphaël Nedilko, on sait que sans preuve scientifique, la démonstration d'une culpabilité sera de toute façon délicate. Je fais part au juge Emmanuel Vion de cette idée complètement folle, totalement inédite, qui consiste à comparer les traces d'affûtage entre ce couteau-là et tous les couteaux utilisés et affûtés par Jean-Pierre Murat. L'expert met en évidence 5 stigmates d'affûtage en totale similitude avec les lames des couteaux utilisés et affûtés par Jean-Pierre Murat. Je sais que j'aborde la phase finale de mon travail d'enquête avant son placement en garde à vue. Pour m'aider, je confectionne une revue de presse. Il est important pour moi de savoir quels sont les éléments encore confidentiels et ceux qui ont pu être révélés au grand public. Dans un seul espoir, pouvoir réagir immédiatement si, au détour d'une phrase, Jean-Pierre Murat vient à évoquer un de ces détails secrets dont seul le meurtrier ou les policiers pourraient avoir connaissance. Le temps est venu pour moi d'extraire Jean-Pierre Murat de l'hôpital psychiatrique et de le placer en garde à vue. Et c'est ce qui se passe au mois de décembre 2011. La garde à vue. C'est très difficile. J'ai parfaitement conscience que j'ai en face de moi un individu qui peut, d'un seul coup, avoir un passage à l'acte violent. Un individu qui, alors qu'il en a la possibilité, refuse d'avoir un avocat, qui est extrêmement confiant en lui, limite arrogant. Dans le jargon policier, la première audition, c'est ce qu'on appelle le PV chic. Je le laisse se reposer, c'est le premier soir, et on reprend l'audition le lendemain matin. Le lendemain matin, j'attaque un peu plus dans le bois dur. Et je commence à l'entreprendre sur la description qui était la sienne au moment des faits. Vos amis déclarent qu'à l'époque, vous portiez très souvent une veste en jean doublée mouton. Ces gens mentent. Je ne connais pas ce blouson. Je ne sais même pas pourquoi ils disent ça. Ça, c'était la description de l'individu suspect qui part en courant de la scène de crime peu de temps après les faits.
Jean-Pierre Murat, qui jusque-là avait le visage d'un homme confiant, arrogant, subit un premier coup d'arrêt. Et là, il se bloque. À ce moment-là, je lui parle d'une audition qu'il a faite spontanément dans les années 2000, au Creusot. Vous affirmez que vous connaissiez Christelle, que vous l'entendiez vous parler la nuit, que vous auriez bien aimé sortir avec elle, mais que vous n'avez jamais osé lui adresser la parole. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous devez sûrement vous tromper. Il me prétend que c'est le policier qui l'a reçu, qui a mal compris, ou alors que c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette déclaration à sa place. Mais j'ai obtenu copie du procès-verbal, et il y a sa signature en bas. Et lui-même constate que c'est sa signature qui est en bas des déclarations. Et une deuxième fois, il se bloque. Et là, je lui donne connaissance des conclusions de l'expert en armes. C'est faux, ce couteau n'est pas à moi. Ce couteau n'est pas bien affûté, il est carrément raboté. Moi, je ne fais pas ça comme ça. Votre expert se trompe. Il se bloque une nouvelle fois. Troisième droit au silence. Il est venu temps pour moi de m'intéresser à l'emplacement précis du corps sur la scène de crime. Ma revue de presse m'a permis de déterminer que personne ne pouvait localiser précisément le corps. La cave était trop complexe. J'interroge donc Jean-Pierre Murat sur sa connaissance de l'emplacement du corps. D'après vos dernières déclarations, vous aviez une parfaite connaissance du quartier de la Charmille, les bâtiments, les sous-sols. Bah oui, parce que j'y avais habité un temps avec mes parents. Mais pour les caves, je ne connaissais que celle de mes parents. Aucune autre ? Je me souviens, ça devait être en 97. Je suis entré dans la cave où la fille a été tuée. C'était juste comme ça, par curiosité, pour voir s'il y avait des traces de sang. Et il regarde à l'emplacement du corps s'il reste des traces de sang. Cela signifie donc qu'il sait précisément où regarder pour les trouver, ces traces de sang. Et contre toute attente, pris d'une envie pressante, il urine à l'endroit même où il a recherché ces traces de sang. Puis il quitte les lieux. Spontanément, la chose à laquelle je pense, c'est qu'il me dit ça pour pouvoir, le cas échéant, justifier la présence de son ADN s'il était découvert sur la scène de crime. On ne sait jamais. Et la garde à vue prend fin sur ces demi-aveux. Et Jean-Pierre Murat a été présenté au juge d'instruction au terme de sa garde à vue. Il a été mis en examen. Et juste après, ce sont mes collègues et moi-même qui l'accompagnons à la maison d'arrêt. C'est au cours du trajet qui me ramène de la maison d'arrêt à Dijon que j'ai un flash. J'appelle Emmanuel Vion et je lui propose de réaliser un plan précis à l'échelle de toute la cave de l'immeuble et, au cours d'un interrogatoire de cabinet, en présence de son avocat, de lui proposer sur ce plan de mettre une croix à l'endroit précis où il est allé chercher les traces de sang. Sachant que cette information n'est pas connue du grand public. Je vais donc soumettre ce plan à Jean-Pierre Murat. Il a désigné, en mettant cette croix sur ce plan, l'endroit même où le corps sans vie de Christelle Maïri a été découvert. Emmanuel Vion m'appelle, et là il me dit « Bingo, on le tient. C'est pile l'emplacement du corps. » Et ça, il n'était pas censé le savoir. Avec la permission du juge, je préviens pour la première fois la maman de Christelle qu'un individu a été mis en examen pour le meurtre de sa fille. Le 15 décembre, j'ai un coup de fil de Raphaël qui me dit « Ça y est, il a été mis en garde à vue, il est mis en examen. » Marie Pichon, mère de Christelle. Depuis 25 ans, j'attendais un résultat. La première fois que j'ai quelqu'un mis en examen. C'est énorme. 25 ans d'attente.
Je ne sais pas si les gens peuvent imaginer 25 ans. C'est énorme. La première chose qu'elle a voulu me dire, c'est qu'elle sentait que quelque chose était en train de se passer. Qu'elle avait toujours eu confiance en moi, qu'elle savait que tôt ou tard, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je voulais avant tout la protéger, parce que c'est aussi mon rôle. Et c'est mon premier succès, il est là. Près de 4 ans s'écoulent entre l'interpellation de Jean-Pierre Murat et le procès d'assises. Le procès s'ouvre le 10 juin 2015. Je suis appelé à comparaître en ma qualité de directeur d'enquête. De mémoire, je suis resté un peu moins de 4 heures. Les faits sont complexes, il faut expliquer, il faut vulgariser, il faut arriver à être sûr de soi. Et c'est un exercice qui est très particulier, surtout dans une affaire comme celle-là. Tout le monde a admiré sa synthèse, la façon qu'il a parlé, du direct, sans lire, presque par cœur, hein, qu'il savait ça. C'était énorme. Jean-Pierre Murat semble absent, il est de marbre. Avec moi, aucun échange, ne fût-ce que du regard. On est sûr que c'est lui, quoi. C'est Jean-Pierre Murat. Pascale Bernard, sœur de Christelle. On écoute, on espère qu'il puisse avouer. Il y a eu des moments où j'y ai cru, hein, qu'il allait sortir de sa bouche, mais non. J'éprouve de la haine. Il a tout détruit, hein. Il a tout détruit, hein. Donc, ouais. On revit le drame. On revit tout, hein. Ça a été une destruction totale de la famille. On était seuls, nous. Une famille très seule. Très dure, très dure. J'aurais aimé qu'il fasse des aveux. J'aurais aimé, moi, qu'il dise, pardon, j'aurais pas pardonné. Mais qu'il dise quelque chose envers la famille. Les délibérations ont duré des heures et des heures. Je n'ai absolument pas la certitude qu'il sera condamné. Je reste dans le fond de la salle. Je veux que personne ne me voie. Et ce n'est que très tard le soir que le verdict est tombé. Jean-Pierre Murat est reconnu coupable du meurtre de Christelle Maïri. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Et ma réaction était de fondre en larmes. Enfin, pour moi, mon travail était terminé. Tout ce qui était intérieurement, enfoui quelque part, là dans un coin de ma tête, j'ai plus ce poids-là. Ça s'envole tout. Ça part. C'est parti, ça y est. Je peux enfin être libre. Vivre librement. Raphaël, je sais peut-être qu'elle est là, je lui ai dit, je vous fais la bise, quoi. Depuis le temps que j'avais envie d'embrasser, de prendre dans mes bras, dire merci, merci, merci. On ne dit jamais assez. C'est plus un flic pour moi, c'est mon fils, c'est mon sauveur. J'essaye de leur dire que j'ai rien fait de particulier, si ce n'est mon travail. Et c'est moi qui les remercie. De la patience qu'elles ont eue, du courage qui a été le leur, de l'exemple de vie qu'elles m'ont donné. En juin 2015, Jean-Pierre Murat est condamné à 20 ans de réclusion, peine confirmée en appel, puis en cassation. C'est jamais trop tard pour résoudre une affaire. Il faut jamais baisser les bras. C'est une de ces affaires qui vous laisse comprendre que l'aveu n'est jamais la reine des preuves. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour.
adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Sam Caro et réalisé par Sam Caro et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.